Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler d'agencement de la salle de classe avec et sans Covid. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angela Silva, professeure et formatrice à l'Institut français d'Amérique latine. À l'heure de la reprise en présentiel, cette problématique de l'agencement des salles de classe se pose, et même sans parler Covid, c'est une thématique que nous avons trouvée très intéressante, qui nous aide à varier les schémas de travail en fonction des activités et des publics, mais également à réfléchir sur le rôle de l'enseignant, des apprenants, mais aussi, pourquoi pas, à sortir de la salle de classe. Alors, avant de passer la parole à Angela, je vais vous la présenter en quelques mots. Angela Silva est titulaire d'une licence en enseignement du français. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans le français langue étrangère et totalise 25 ans d'enseignement à l'Institut français d'Amérique latine. Elle est également tutrice ProFLE, formatrice d'examinateurs correcteurs DELF, mais également interprète. Elle a animé de nombreuses formations sur le jeu, le théâtre, la gestion de groupe, l'enseignement aux enfants et adolescents, entre autres. Alors, petit rappel pour ceux qui ont l'habitude et qui nous suivent tous les mois, voilà, vous le savez. Pour les autres, on vous invite à poser toutes les questions que vous auriez pour notre formatrice dans la section questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Et ainsi, à la fin de la formation, on pourra les poser directement à la formatrice. Ceci afin de ne pas la confondre vos questions avec les échanges plus informels qui se trouveront dans le chat. Alors, je laisse maintenant la parole à Angela. Merci à vous d'être connectés. Je vous souhaite une bonne formation et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Delphine. Bon, je me lance donc dans cette présentation. Je dois vous avouer que je ne me sentais nullement experte dans le thème de l'aménagement de la salle de classe. Et j'ai donc commencé par me dire, mon Dieu, de quoi vais-je donc parler? Et j'ai commencé à mettre sur une feuille de Google Drive tous les mots qui me passaient par la tête. Et voilà tous ces mots que j'ai pu sortir dans mon brainstorming. Ah! Attendez, il y a miaou, non? Il y a une image qui n'est pas montrée. C'est pas grave. On va essayer de… Ah, un instant. Il y a une présentation qui ne veut pas se montrer correctement. Voilà. Voyons voir si… Ah, non. Bon, ben, je vais vous montrer ça comme ça alors. Alors, après, je me suis dit, ce sera plus joli si on met tout ça sous forme de nuage, d'un nuage en forme de chat. Donc, il y a encore une fois tous ces mots dont on va parler aujourd'hui, les bornes sanitaires, les couloirs, l'intérieur, l'extérieur, le matériel, la porte, la fenêtre, le Covid. Bref, on verra à la fin si j'ai plus ou moins réussi à parler de tout ce que vous voyez ici. Après avoir fait tout ça, je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse une lecture sérieuse. Alors, j'ai commencé par lire Henri Portine. Et vous voyez en tout petits mots, en réalité, j'ai commencé par téléphoner à Madame Haïdé Silva, qui m'a dit, il faut que tu lises Henri Portine. Et elle m'a envoyé d'ailleurs l'article et même les notes qu'elle avait prises de cet article. Donc, Haïdé Silva, qui est ma petite sœur, est en grande mesure responsable de ce que je vous dirai aujourd'hui. J'ai bien aimé la phrase par laquelle commence Henri Portine. Il dit « Il existe un rapport étroit entre la structuration de l'espace de la classe et les activités pédagogiques qui s'y déroulent.
ça paraît une évidence, mais encore aujourd'hui, alors que nous sommes soi-disant sous un paradigme d'approche actionnelle, etc., nous continuons à avoir une structuration de l'espace de la classe qui est en fait assez traditionnelle. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Il y a ce que Henri Portin appelle un immobilisme spatial. Il dit l'espace est souvent considéré comme une donnée prédéterminée que l'on n'ose pas modifier par respect de l'organisation initiale et par crainte du désordre. Et pourtant, nous dit-il, ça bouge, c'est quelque chose qui s'est transformé tout au long de l'histoire. Alors, la classe traditionnelle a généralement un espace monofonctionnel. C'est une classe où les élèves sont dans une disposition que certains appellent une disposition en bus. C'est-à-dire, les élèves sont en rang comme ça, les uns derrière les autres, soit sur des pupitres où ils sont deux, soit sur des chaises à rabat, mais il y a quand même une disposition de bus. Et généralement, le professeur voit les élèves, les échanges se font avec le professeur, du professeur vers les élèves, mais il n'y a pas beaucoup d'échanges entre eux. Vous imaginez que dans un cours de langue, c'est quelque chose qui pose problème, puisque une grande partie des interactions qui permettent l'apprentissage se font entre les apprenants. Donc, dans cette classe traditionnelle, l'espace est monofonctionnel puisque la seule fonction qui prévaut, c'est la transmission du savoir de l'enseignant qui possède toutes les connaissances vers nos apprenants qui ignorent tout et qui vont absorber tout ça. Ça a des avantages, par exemple, ça limite le bavardage, mais ça a aussi des désavantages. D'un côté, il y a l'enseignant qui parle tout seul, un peu comme je fais en ce moment, devant un public, et on ne sait pas ce que ce public est en train de penser, si le groupe peut se transformer en quelque chose de compact, d'hostile. On ne sait pas non plus très bien s'il y a des élèves qui sont en souffrance, s'ils ne comprennent pas bien. Les élèves se tournent le dos entre eux. La circulation de la parole n'est pas favorisée, comme on avait déjà dit. Même comme ça, moi, j'ai d'excellents souvenirs de l'école de mon enfance, des professeurs que j'ai adorés. Je ne suis pas en train de dire qu'il est impossible de travailler si vos tables et vos chaises sont clouées au sol, comme ça arrive. Même comme ça, on peut faire des choses intéressantes. Les élèves peuvent bouger dans leur siège. La classe peut être animée quand même. Mais bon, c'est tout de même un peu plus difficile. Alors, Henri Portin commence à parler d'agencements un peu plus horizontaux. Par exemple, où les apprenants travaillent en binôme ou en sous-groupe. Attendez, je vais prendre un petit crayon rouge. Voilà. Comme c'est le cas ici, il y a déjà ici des apprenants qui sont un peu plus actifs puisqu'ils peuvent parler entre eux, ils ont la permission. Et il peut même y avoir d'autres dispositions où les élèves échangent beaucoup plus entre eux et éventuellement un petit peu de temps en temps avec l'enseignant. Tout ceci, bien sûr, a une relation avec le modèle pédagogique que nous voulons adopter. L'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir en classe des espaces polyfonctionnels et Henri Portin nous donne ici une image qui serait comme ma classe idéale, puisque nous avons des pupitres
où les élèves sont 2 par 2, c'est magnifique. Le professeur est là, devant, il a un bureau, mais quand il veut que les élèves communiquent entre eux, il leur dit « Levez-vous et passez à l'espace de grand groupe ». Et tout le monde s'assoit ici. Il a un autre tableau et on peut éventuellement ouvrir la table E et la table D pour que ça devienne 2 rangées où ils peuvent devenir spectateurs des jeux de rôle qui sont ici. Il y a une bibliothèque, un coin lecture. Bref, c'est parfait parce qu'on n'a pas à déplacer le mobilier constamment, à faire de bruit, etc. Mais la réalité est que personne ne travaille dans une situation paradisiaque pareille et que nos salles de classe sont trop petites pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir alors à la place? On peut avoir un espace. Bon, et dans ce cas-ci, l'espace est polyfonctionnel, mais ici, il y a la transmission du savoir, le travail en binôme. Ici, c'est le grand groupe. Ici, et s'ils vont lire, ils viennent là. Et s'il y a le jeu de rôle, ils viennent là. C'est-à-dire qu'il y a un sous-espace pour chaque fonction. Il y a plusieurs fonctions, mais chaque sous-espace est monovalent. Comme on n'a pas assez d'espace pour ce genre de choses, on va passer plutôt à un espace polyfonctionnel et polyvalent. C'est-à-dire que dans le même espace, on réalise plusieurs fonctions et le même espace se transforme. Ceci, bien sûr, n'est possible que si on a un nombre relativement réduit d'apprenants, parce qu'il faut qu'il y ait un espace libre dans la classe. La classe ne peut pas être complètement remplie de chaises, comme ça arrive parfois dans certaines classes. Il faut avoir suffisamment d'espace vide, donc un petit nombre d'étudiants, maximum une vingtaine. Et il y a une astuce dans le mobilier, c'est qu'il n'y a aucune table, hormis le bureau de l'enseignant, et les étudiants ont des chaises qui ont une petite table à rabat. C'est très pratique pour se déplacer, dire bah, maintenant on va regarder par là, bah, maintenant on va regarder par là, et à chaque fois il suffit de faire un petit mouvement et la table se déplace avec. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut jouer en sous-groupe? Eh bien, on peut pousser les chaises ou s'asseoir par terre ou l'on court piquer 2 tables quelque part. Ces chaises avec une table à rabat peuvent permettre beaucoup de dispositions différentes. Le travail sur la leçon, le travail avec l'enseignant, en petit groupe, en grand groupe. On peut faire une espèce de petit théâtre pour travailler des jeux de rôle. Tout ça, c'est pas mal quand même. On peut dire, mais c'est l'idéal. Et on peut mettre les chaises sous forme de U ou en cercle avec l'enseignant intégré dans le cercle ou plutôt mis en retrait pour qu'il travaille tout seul. Tout dépend aussi du moment où on se trouve dans l'unité pédagogique. Peut-être que dans les moments de réflexion, ils vont plutôt travailler 2 par 2 ou en îlot, en petits groupes. Et puis, il va y avoir des moments avec l'enseignant, d'autres sans l'enseignant. Tout dépend du moment de la classe. J'ai mis ici des petites photos parce que moi, j'aime bien faire travailler parfois mes élèves en binôme, mais debout, pas forcément assis. Donc, ils circulent dans la classe et quand j'applaudis, paf, ils se mettent l'un devant l'autre et ils commencent à échanger par rapport à l'heure qu'il est, par rapport… enfin, ils peuvent faire des mini-sketchs qui leur permettent de systématiser quelque chose, ou bien je peux créer des cercles concentriques, comme ici, comme en bas, un petit cercle au milieu et un grand cercle à l'extérieur, et chaque fois que j'applaudis, ils se décalent d'un cran et ils ont quelqu'un de différent à côté.
pardon, devant eux, ils peuvent même mettre faire un cercle à l'intérieur avec les chaises, un cercle de chaises extérieures. Et quand je fais comme ça, ils changent de chaise, comme ça, ils ne se fatiguent pas. Donc, le fait d'avoir des chaises à rabat permet de faire des merveilles. Ça a l'air magnifique, non? Ah, j'ai répété ça, excusez-moi. Donc, parfois, le problème avec les chaises avec une table à rabat, c'est que, voilà, qu'est-ce que je fais quand je veux qu'il travaille sur un mémorama? C'est très difficile. Il faut une table, non? Une grande table pour que toute une équipe se mette autour d'une table. Alors, ce que je fais, c'est, tant pis, on met un livre par terre et on s'assoit par terre sur le livre ou je pars discrètement dans la salle d'à côté et je pique la salle des profs des salles d'à côté. Je pique leur table et voilà. Et on s'arrange comme on peut. On ne le dit à personne et voilà. Donc, comme je vous le disais, le fait de ne pas avoir des tables pour le travail en petits groupes, c'est parfois problématique. Puis les cahiers tombent, les stylos tombent avec une certaine régularité. Un autre problème, c'est le bruit. Moi, j'ai constamment les professeurs d'à côté qui se plaignent, d'à côté et d'en bas, qui viennent me voir et qui me disent « Angela, tu fais trop de bruit ». Bon, alors j'ai commencé à suivre les conseils d'Aïdé Silva, qui dit qu'on peut transformer ça en jeu, transformer le déplacement du mobilier en jeu, et on peut leur dire tout ce qu'on fait ici, c'est secret. Les gens à l'extérieur ne doivent pas savoir ce qui se passe dans notre classe. Il faut faire tout ça tout doucement. Et en jouant, on devient plus silencieux. Un autre problème, c'est que, bien sûr, moi, j'ai déjà mis les tables comme j'aime, en cercle, par exemple. La fois d'après, quand j'arrive, les dames de ménage ou les autres professeurs ont encore mis les chaises autrement. Alors, à chaque fois, je dois modifier la configuration spatiale et c'est vrai que c'est fatigant. Mais on arrivait quand même à bien travailler, n'est-ce pas? Ce que je pourrais dire aux autorités des écoles, ce serait, s'il vous plaît, par pitié, permettez la flexibilité dans la salle de classe, ne clouez pas le mobilier, ne fixez pas les chaises au sol, n'envahissez pas tout l'espace avec du mobilier. Et ça, c'est vrai que une autre plainte qui m'a souvent été adressée, c'est « Pourquoi, Angela, tu mets toutes les tables dans le couloir ?» Tu ne peux pas mettre le mobilier dans le couloir, mais il y avait trop de tables, je ne peux pas. J'ai besoin, moi, parfois d'espace vide pour jouer, pour courir, pour les concours, etc. Donc, on ne peut pas, en principe, on ne devrait pas envahir tout l'espace avec du mobilier. Il faut conserver la flexibilité de l'espace de la classe. Bref, on peut conclure, oui, vive la polyvalence spatiale, vive la coopération, vive la communication, les mouvements, les activités dynamiques, les jeux, les rires, la convivialité. On était dans cet esprit-là et il y avait même des personnes qui étaient arrivées beaucoup plus loin et qui étaient arrivées dans cette flexibilité à une chose qui s'appelle la classe flexible. Bon, ça, moi, je n'y suis pas encore arrivée, c'est un pas au-dessus. Et je partagerai tout à l'heure avec vous le lien vers cette présentation où je vous ai mis beaucoup de liens pour que vous puissiez lire des articles, par exemple, sur la classe flexible. Je vais vous montrer simplement un instant, un petit peu juste pour que vous ayez une idée, 2 petites minutes de cette vidéo. De pouvoir offrir aux élèves différentes Alors, vous voyez qu'il y a différentes assises. Il y en a qui s'assoient sur un coussin, d'autres sur un ballon, d'autres à un bureau.
assises. Ça peut être aussi de travailler seul, trouver un petit coin pour s'isoler ou alors des tables qui permettent de se mettre à plusieurs. J'intégrerai là-dedans aussi flexible au niveau de la façon d'apprendre. Donc beaucoup plus d'activités de jeu parce que souvent on fait écrire, remplir beaucoup de fiches aux élèves. Tout passe par l'écrit et puis finalement, moi j'ai utilisé des jeux où ils posent des jetons selon les réponses qu'ils ont envie de donner ou alors des dominos, toutes sortes de jeux où ça les fait aussi manipuler. Et on sait qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin de la kinésiologie pour rentrer dans l'apprentissage. On essaie vraiment de répondre au plus d'enfants possible et puis au plus de manières de fonctionner possible. Voilà, les réactions étaient plutôt très positives et la crainte plutôt c'est de l'après. J'ai des parents qui ont même fabriqué des chaises pour changer les assises avec leur enfant. Certains ont... Alors, vous voyez que c'est très audacieux parce que c'est un modèle pédagogique complètement différent où les élèves sont très, très autonomes. Ils ont des fiches, des cartes tâches et ils peuvent aller chercher leurs cartes tâches et en petite équipe, ils choisissent avec qui ils vont travailler. Ils vont commencer à dire, là, on a besoin d'ordinateur, on va à l'ordinateur, là, on va travailler par terre, on va réaliser plutôt cette tâche, plutôt cette autre tâche. C'est extrêmement flexible. Nous avons ici deux petites qui aiment bien leur petit fauteuil. Parce que, on est bien assis, pour moi, on est bien assis. Les élèves peuvent même emporter leur petit fauteuil de la maison. Les parents fabriquent les assises. J'aimerais bien être assis aussi. T'aimes bien être assis par terre souvent. D'autres préfèrent être assises à la table, sur un ballon. Bref, vous pourrez regarder cette vidéo si vous en avez envie. Je vous ai mis ici plusieurs liens. Mais voilà, on était même à rêver à la liberté, à la flexibilité absolue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paf! Le Covid et le distanciel est arrivé. Et là, tout a changé. Nous avec cette crise sanitaire mondiale, tout d'un coup, de nouveaux défis se sont posés et notamment celui de continuer à favoriser la communication, la convivialité et la coopération en ligne. Alors, bien sûr, il a fallu recréer virtuellement le travail en sous-groupe en utilisant, par exemple, la fonctionnalité des sous-groupes de Zoom. Donc, les sous-groupes de Zoom ont remplacé les îlots de nos classes. Le tableau et les ardoises virtuelles, quand je dis le tableau virtuel, pour moi, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, l'aménagement de la classe. Cette présentation qui est sur Google Drive. Moi, je fais une présentation sur Google Drive et tous mes élèves ont le lien vers cette présentation et peuvent écrire dessus de manière simultanée. Donc, on écrit tous en même temps et éventuellement, si j'ai besoin que chacun ait sa petite ardoise, son petit espace, je crée tout simplement une grille dans une des pages et chacun met son nom sur une des cases et tout le monde peut donner sa réponse tous en même temps sur cette petite case et on voit immédiatement ce que le groupe a produit. Donc, on va recréer le tableau virtuel, les ardoises virtuelles, on va recréer les accessoires des jeux, il y a des dés virtuels, des chronomètres virtuels, des ballons imaginaires, il y a des jeux que l'on peut faire même en ligne, même sur Zoom. Et il faut penser à recréer les espaces de convivialité. Par exemple, dans les entreprises, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas suffisant de faire les réunions sérieuses où on allait résoudre des problèmes, qu'il fallait recréer la machine à café virtuelle. Cet espace où on y va pour le plaisir, pour échanger avec les collègues, pour se connaître, etc. Il faut penser à créer l'espace de convivialité également avec nos étudiants. Alors,
pour les jeux, si vous ne savez pas très bien ce que vous pouvez faire sur Zoom en ligne, je vous conseille un webinaire d'une telle Haïdé Silva qui se trouve sur YouTube et qui s'appelle « Jouer pour apprendre en ligne ». Là, elle donne plusieurs idées très concrètes. Moi, je les ai pratiquées. Elles sont très amusantes. Donc, n'hésitez pas à chercher cette vidéo. Pour favoriser la convivialité, comme je vous disais, la coopération et la convivialité entre les apprenants, moi, ce que je fais, c'est que je destine une page tout à la fin. C'est généralement tout à la fin de ma présentation, de mon tableau virtuel, qui a l'avantage de conserver à chaque fois les diapositives qu'on a déjà fabriquées tous ensemble. Donc, si jamais ils ne sont pas venus ou si moi, je ne me souviens plus exactement de ce qu'on a fait, etc., là, tout est sur le tableau virtuel. Et tout à la fin de mon tableau virtuel, qui est une présentation de Google Drive, je mets un espace comme ça où j'ai une grille et en vert, et j'ai les petites cartes avec les noms de mes étudiants que l'on peut déplacer. Donc, vous voyez qu'Imena, elle pourrait se déplacer, se mettre ici ou se mettre là ou se mettre là. Alors, quels sont les espaces que j'ai créés? Je ne sais pas si on voit ici, si on voit ça très bien ici, mais en vert, s'ils sont sur la colonne verte, ça veut dire que tout va bien. Donc, peut-être qu'ils sont en sous-groupe. Moi, je ne peux pas surveiller tous les groupes en même temps. Mais si je vois que leur nom est sur la colonne verte, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. En bleu, c'est « j'ai fini, je peux fournir de l'aide ». Donc, éventuellement, j'ai des assistants qui ont déjà fini, mais qui peuvent aller dans les autres sous-groupes, aider les autres. En rose, ça veut dire « j'ai fini et je souhaite passer dans l'espace de convivialité ». Parce que tous ceux qui ont fini n'ont pas envie d'aider les autres. Et tous ceux qui ont fini n'ont pas envie d'aller dans l'espace de convivialité. Ils sont peut-être timides, que sais-je. Donc, j'ai deux colonnes. J'ai en bleu, j'ai fini et je peux fournir de l'aide. En rose, j'ai fini, je veux passer dans l'espace de convivialité. Et vous voyez qu'il y en a qui sont au milieu. Ça veut dire qu'ils ont fini, ils veulent bien aller dans l'espace de convivialité si personne n'a besoin d'eux. Mais si quelqu'un en a besoin, ils peuvent aller fournir de l'aide à un autre groupe. Donc voilà, je sais exactement où ils en sont. En jaune, ça veut dire j'ai besoin d'aide. C'est un besoin d'aide non urgente. Par exemple, ils veulent que je vérifie leurs devoirs, que je vérifie ce qu'ils ont fait. Donc là, ce n'est pas urgent. Et en rouge, ça veut dire besoin d'aide urgente, urgentissime, j'ai besoin de ma maman. Et là, j'y vais immédiatement. Donc, vous voyez que si j'ai trois groupes qui travaillent sur un thème X, sur une tâche X, je vais en fait, sur Zoom, je vais créer 4 groupes, 4 espaces pour que ceux qui ont envie de passer dans l'espace de convivialité, ceux qui ont fini et qui ont envie de passer dans l'espace de convivialité, eh bien, je les fais passer dans une petite salle virtuelle où ils papotent. Ils peuvent papoter en espagnol, en français. Bien sûr, moi, je préférerais qu'ils parlent en français, mais parfois, ils parlent en espagnol. Moi, je les laisse tranquilles. C'est le moment où ils se rencontrent de manière informelle, sans forcément que je sois là. Ils ne se sentent pas coupables, ils sont bien, ils sont entre eux et ils n'ont rien d'autre à faire que de s'amuser, de se rencontrer, etc. Donc, à chaque fois, je crée une salle Zoom supplémentaire où peuvent passer ceux qui en ont envie. En présentiel, l'on pourrait créer des petites pyramides comme ça. Pareil. Et les élèves ont les petites pyramides devant eux. Et s'ils mettent la pointe verte vers le haut, ça veut dire tout va bien. S'ils mettent la pointe rouge, je sais que ça ne va pas,
qu'il faut immédiatement que je vienne. Et en bleu, c'est j'ai besoin d'aide. Et éventuellement, je peux avoir une table qui est la table d'aide. La table de l'aide où quelqu'un qui en a besoin vient s'asseoir et ceux qui ont mis leur pointe bleue vers le haut peuvent aller assister ceux qui en ont besoin. Le professeur n'a pas à tout faire. Donc, cette page-ci est ce que j'ai trouvé de mieux pour remplacer la petite pyramide. Je vous ai mis ici le lien pour télécharger le PDF de la pyramide si jamais vous voulez les construire, les plastifier, les colorier, pour quand on reviendra en classe présentielle, vous avez ce qu'il faut. Alors, je vous dis tout le temps que je vous ai mis ça ici. Je vais vous partager immédiatement. Alors, je vais mettre viewer, non? Je vais copier. Donne. Non, vous savez quoi? Je vais vous donner l'opportunité de commenter. Attendez. Si jamais vous avez envie de faire un commentaire, vous pouvez. Hein? Vous pouvez même corriger les fautes d'orthographe. Voilà. Et je vais mettre ça sur le chat. Ah, tu as raison, Rebecca, on peut les construire au début du cours. Absolument, un moment d'origami collectif. Tu as tout à fait raison, je n'avais pas vu le chat. Haïdé a raison, on peut aussi utiliser des pinces à linge de différentes couleurs, pourquoi pas. Voilà. Alors, on commençait déjà à s'habituer à travailler en ligne, à jouer en ligne, à avoir du travail en sous-groupe en ligne, etc. Quand voilà que les écoles décident de commencer à travailler de manière hybride. Donc, il y a certains élèves qui sont chez eux, qui prennent le cours à distance, d'autres sont à l'école. L'école ne peut pas obliger tous les élèves à y aller ou tous les élèves à rester à la maison. Et donc, les pauvres professeurs doivent commencer à travailler de manière hybride. Alors, ça, c'est encore un autre casse-tête. J'ai demandé à une petite personne de ma famille de prendre des photos de sa classe. Et on voit ici son professeur. On le voit deux fois, si vous voyez. On le voit ici. La caméra est là. Et donc, les élèves qui sont en ligne voient ce qu'il écrit sur le tableau. À mon avis, la solution n'est pas la meilleure parce que les élèves qui sont sur Zoom ne doivent pas vraiment très bien voir ce qui est écrit sur le tableau. Moi, je pense que l'idéal serait qu'il y ait un cercle, que le professeur soit devant son ordinateur en train d'écrire sur l'ordinateur au lieu de sur le tableau, sur un ordinateur virtuel, que ça apparaisse sur une caméra qui ferait partie du cercle et les élèves qui sont en présentiel verraient tantôt le tableau virtuel, tantôt les camarades qui sont en distanciel. Parce que là, à mon avis, le professeur doit trébucher de temps en temps avec la caméra. Ceux qui sont sur Zoom ne doivent pas bien voir ce qui est écrit. Mais bon. Alors, vous voyez qu'il y a de nouveaux objets dans les classes. Il y a la souris, le clavier,
l'écran, l'ordinateur, la caméra, le ventilateur, le petit panier avec des désinfectants, il y a des câbles qui s'en mêlent, les professeurs ne savent plus très bien où se focaliser. Vous voyez ici le professeur qui tourne le dos à ses élèves pour regarder maintenant, il tourne maintenant le dos à ceux-ci pour regarder maintenant les élèves qui sont en ligne. Il ne peut à aucun moment voir tout le monde en même temps. C'est pour ça que moi, je pense que le professeur devrait avoir un petit ordinateur portable qui n'arrive pas plus haut que ça pour voir en même temps ses élèves et ceux qui sont en ligne. Mais bon, donc, il doit de temps en temps tourner le dos aux uns et aux autres. Vous voyez ici, c'est une école pourtant très avant-garde et je vois encore une disposition en bus. On voit que la caméra est collée avec du scotch. C'est des installations un petit peu improvisées. Quel est le danger avec ces classes hybrides? Eh bien, le danger, c'est que les deux espaces, l'espace virtuel et l'espace présentiel, divisent la classe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai mis ici une vidéo très chouette qui explique, qui donne de très bonnes pistes pour faire face à ce genre de choses. Enseigner en distanciel et en présentiel. C'est un petit peu long, donc je vous le laisse. Vous aurez l'occasion de le voir tout seul si vous le souhaitez. Et essentiellement, je vous ai mis ici ce que ça dit. C'est qu'il ne faut pas oublier de tout rendre complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ceux qui sont en ligne ne puissent pas se passer de ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en présentiel ne puissent pas fonctionner s'ils ne collaborent pas avec ceux qui sont en ligne. Par exemple, les uns peuvent créer des scènes pour que les autres les représentent, ou les uns créent des exercices pour les autres, ou ils doivent chercher des informations complémentaires et donc on donne des documents différents à ceux qui sont en ligne et à ceux qui sont en présentiel. Et à la fin, pour avoir toutes les informations, il va falloir qu'ils communiquent avec leurs camarades qui sont en virtuel. Pour cela, bien sûr, reste indispensable quand même toutes les plateformes, les dispositifs et les plateformes qui permettent l'échange d'informations. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du tableau physique. Moi, je pense qu'il faudrait continuer à utiliser le tableau virtuel parce que comme ça, les autres, avec leur téléphone, pourraient écrire sur Google Drive alors que ceux qui sont en distanciel ne peuvent pas venir écrire sur le tableau physique de la classe. Ou alors, on va avoir deux tableaux. C'est un peu compliqué. Mais bref, il faut que les élèves puissent échanger entre eux à travers leur téléphone, qu'ils se voient les uns les autres à travers un grand écran. Il faut qu'il y ait des ordinateurs, Zoom, de toute manière Google Drive, WhatsApp, bien sûr, ça crée des distractions parce qu'ils peuvent être sur leur téléphone ou sur WhatsApp à communiquer sur une autre chose. Mais si les élèves ne peuvent pas communiquer entre eux, alors nous retombons dans la classe traditionnelle où c'est simplement l'enseignant qui transmet le savoir et les élèves ne font rien entre eux, ou bien il enseigne simultanément à deux classes séparées. Donc, ça, c'est problématique. En plus, pour compliquer l'affaire, il y en a qui vont toute la semaine, d'autres mardi et jeudi, d'autres lundi. Bref, c'est compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier par moment de revenir en grand groupe avec des échanges directs entre les apprenants, c'est-à-dire de s'adresser à ceux qui sont en ligne et que ceux qui sont en présentiel les entendent. Il faut qu'il y ait des moments de grand groupe, même si le cours est divisé, même si la classe est divisée dans deux espaces. Donc, la normalité est partielle, n'est encore que partielle. Il faut une borne à hygiène. Là, curieusement, j'ai vu que la borne à hygiène est placée sous la table. Moi, je l'aurais placée à l'entrée de la classe. Ou peut-être qu'il en faut un panier qui se déplace
Et puis, à l'entrée de la classe, le gel, etc. Bon, nous avons des lingettes, de l'eau chlorée. Il y a une nouvelle nécessité qui est celle d'aérer au maximum. Je m'excuse, je vais ouvrir la porte à mon chat parce qu'il fait beaucoup de bruit. Une seconde. Voilà. Vous voyez qu'il y a des ventilateurs et parfois il y a même des espèces de ventilateurs, mais qu'il faut rentrer l'air de l'extérieur. Donc, on fait rentrer l'air de l'extérieur. Avec un ventilateur, on brasse l'air. Dans cette école, ils ont également un petit appareil qui mesure la saturation en CO2 et ça permet de savoir quand il faut que tout le monde sorte pour qu'on ouvre tout, qu'on aère tout. D'ailleurs, il y a des écoles qui aèrent toutes les 50 minutes. Parfois, c'est établi, c'est dans les protocoles de certains pays d'aérer toutes les 50 minutes. Enfin, et les protocoles n'arrêtent pas de changer en plus. Vous allez voir ça. Bref, tout ça, avoir la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, les ventilateurs, ça crée beaucoup de bruit et en plus, on a les élèves qui sont en ligne. C'est difficile. C'est difficile. Moi, à la limite, je préférerais qu'on reste complètement en ligne ou bien qu'on aille tous seulement mardi et jeudi. Mais pour cela, il faudrait des classes très grandes pour que tout le monde puisse être suffisamment séparé. Et donc, certains groupes utiliseraient la salle de classe mardi et jeudi, un autre groupe lundi et mercredi. Et voilà, mais il faudrait de très grandes salles. Alors, on était dans les chaises à rabat qui pouvaient se déplacer partout et même on pouvait s'asseoir sur des ballons où on voulait, etc. Et voilà que maintenant, non, on doit commencer à réfléchir énormément au lieu où vont s'asseoir les élèves, à la disposition des tables, etc. Alors, j'ai trouvé un très joli petit site qui s'appelle La Tanière de Quiban, où il y a un article, vous avez ici le lien vers cet article qui s'appelle « Aménager sa classe, flexible ou non, malgré la COVID-19 ». Et nous avons ici les dispositions de table que propose cet enseignant ou enseignante, je ne sais pas, en U, parfois, mais toujours en laissant une table au milieu. L'idée est que les étudiants ne doivent jamais se retrouver face à face. Alors, soit ils sont en U, s'il n'y a pas assez de place, ils sont en U et il y en a qui sont au milieu. C'est un peu ce qu'on voit ici sur la photo, vous voyez, le U et puis ceux qui sont au centre. Si nous avons des pupitres pour que les élèves ne soient pas côte à côte, on peut en asseoir un au bout et l'autre sur le côté de la table. Ou bien on peut mettre les tables comme ça et alterner, mettre les élèves en zigzag pour qu'ils ne soient jamais devant l'autre élève. Ou bien on peut travailler en îlot. Et c'est toujours la même idée, les élèves ne doivent pas être les uns face aux autres. Donc, toutes ces petites dispositions, c'est fait pour cela, pour que la voix ne porte jamais directement sur le camarade qui se trouve en face. Je vous ai mis ici un lien pour, qui en fait, je ne l'ai pas vraiment mis ici, mais c'est un lien qui m'a paru intéressant sur les concours que l'on peut réaliser lorsqu'on travaille en îlot. Donc, c'est plus pour jouer que pour l'aménagement de la classe, mais bon, ça m'a paru chouette, donc je l'ai mis là.
quand on a des tables différentes, c'est toujours le même principe. Il faut que les élèves ne se trouvent pas face à face, ou alors, s'ils sont face à face, qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres. S'ils se trouvent face à face, par exemple, pour la table d'aide, vous vous rappelez que je vous ai parlé de la table d'aide où je permets à l'étudiant qui a besoin d'aide de rencontrer l'élève qui a déjà fini et qui sait comment faire. Dans ce cas-là, les deux seront face à face, alors il faut mettre du plexiglas au milieu ou alors vraiment veiller à ce qu'ils soient loin l'un de l'autre. Il faut que les élèves restent à distance les uns des autres. Et il y a des moyens pour rendre ludique la classe. Par exemple, on peut avoir des baguettes magiques qui mesurent 1 mètre. Alors, au Mexique, on dit que les élèves doivent être à 1,5 m de distance. En France, on varie, on dit 1 mètre, après on dit 2 mètres. Tout dépend du niveau, si c'est jaune, rouge, etc. Ah, merci. Kiban est une professeure. Moi, j'avais cette sensation que c'était une femme, mais je me suis dit, c'est parce que dans ma tête, tous les enseignants sont des femmes, non? Mais... Ok, merci Haïdé pour le commentaire. Et bon, il y a des personnes qui ont imaginé d'autres manières de mesurer la distance, ouvrir de temps en temps les bras, des ailes qui sont vendues à Lumen, des cerceaux. C'est toujours un peu optimiste parce que sincèrement, moi je pense que les élèves, cerceaux ou pas, ils vont se rapprocher à un moment ou à un autre. Sur les ailes, on peut faire écrire. Pourquoi pas? Alors, il y a une autre manière de faire. L'on peut bien sûr marquer au sol l'emplacement de chaque table. On peut faire ça joliment avec des autocollants en couleur ou simplement avec de grosses croix, avec un ruban. On peut faire ça de plusieurs manières. Et là, on sait que la table ne doit pas bouger. Si on veut quand même avoir une flexibilité malgré la Covid, moi, j'ai entendu l'autre jour une féministe qui m'a dit que ce n'est qu'avant on disait la Covid et que maintenant on dit le Covid, que l'Académie de la langue ou je ne sais pas quoi a accepté que c'est le Covid. Bon. Alors, Covid ou pas, il y a des moyens d'avoir une certaine flexibilité. On peut faire une chose qui s'appelle hexagonaliser la classe. Bien sûr, il va falloir s'amuser à créer des hexagones par terre, ce qui n'est pas évident. Bon, ce sera un joli petit travail. Et les apprenants devraient toujours se trouver à l'intérieur d'un hexagone, un seul étudiant par hexagone. Et là, une fois qu'on a hexagonalisé, on peut mettre les élèves où on veut, tant qu'ils restent seuls à l'intérieur de leur hexagone. Et il faut veiller, si possible, à ce qu'il y ait des circulations, des espaces de circulation qui empêchent le croisement, dans la mesure du possible. Donc voilà. La mobilité maintenant, elle est loin d'être totalement libre. On peut marquer par terre les flèches pour marquer le sens du déplacement. Des petits points parce que quand ils sortent, ils ne peuvent pas se rapprocher. Donc, même s'ils sont en train de quitter la classe ou d'entrer dans la classe, il faut qu'ils conservent la distance. Donc, voilà. Il faut de nouveaux rituels pour entrer, pour sortir, ou même pour se laver les mains. Pour ceux qui sont professeurs dans les écoles primaires, on peut chanter pendant qu'on se lave les mains. Il y a des petites chansons pour ça. Ou chanter n'importe quelle chanson.
qui permettent de rester devant le lavabo suffisamment longtemps pour bien… Alors, il y a même des chansons qui disent « le serpent »,« je le caresse », ça c'est le porc-épic. Il y a des animaux, par exemple, ça c'est le porc-épic. On attaque le pouce. Ça, je ne me rappelle plus. Bon. Mais il y a des chansons. Tout ça, c'est sur YouTube. Bon, on peut parfois échapper à cette rigidité en allant enseigner dehors, ce qui évidemment a ses limites. On ne peut pas tout le temps aller dehors. Les écoles n'ont pas 50 000 espaces à l'extérieur, etc. Mais quand on peut aller dehors, là, il y a certains principes à respecter. Je vous ai mis ici un petit lien. Avec 19 astuces. Ah, j'avais même mis des activités. Ah, zut! Je vous avais mis des jeux. Mais là, il y a 19 trucs et activités. Vous allez pouvoir trouver des jeux dans ce lien. Des jeux à réaliser dehors. En tout cas, l'activité doit être amusante, simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué à expliquer parce que vous ne pouvez pas être en train de crier à l'extérieur à un moment où crier est dangereux. L'activité doit être précise. Les apprenants doivent savoir exactement quels sont les objectifs pédagogiques. On ne va pas dehors juste pour s'amuser. On est en train d'apprendre. L'activité, puisqu'on va dehors, doit favoriser le mouvement et il faut tout le temps qu'elle soit responsable, qu'elle tienne compte de la sécurité de tous, du respect de l'environnement, des zones communes. Il y a même un très joli… comment on appelle ça? Bon, comment on appelle ça? Un schéma, bon, merci, un schéma. Tu sais, quand on prend la première lettre de connectée, amusante, simple, précise, active, responsable, un acronyme, merci. Un acronyme, c'est CASPAR. Moi, je n'ai pas mis connecté parce que, bon, je ne sais pas si je vais pouvoir demander à mes apprenants de l'IFAL, par exemple, d'aller dans le parking et de connecter avec l'environnement dans le parking. À part les nuages, je ne vois pas très bien. Donc, c'est pour ça que moi, je n'avais pas mis connecté. Mais donc, moi, je vais essayer de me souvenir de ASPAR. ASPAR, voilà. Maintenant, attention, pour faire classe dehors, il ne faut pas oublier de vérifier la météo à l'avance. Faut pas, parce que s'il pleut, s'il fait horriblement froid, ça peut tout gâcher. Si vous pouvez prévenir à l'avance pour que tout le monde soit habillé comme il faut expliquer les consignes et les objectifs avant de quitter la classe parce que le son y est meilleur. Comme je vous l'ai dit, il faut éviter les cris. Il faut expliquer le protocole pour le déplacement, la rangée bleue, la rangée des lapins, la rangée de droite va sortir en premier, puis celle de gauche, etc. Il faut penser à bien prendre tout le matériel nécessaire pour ne pas avoir à revenir en classe en laissant les apprenants tout seuls dehors. Et il faut délimiter les lieux où chacun peut s'asseoir. Il y a des écoles magnifiques, par exemple, j'ai vu plein de photos des écoles au Canada où ils ont des jardins, des écoles avec des jardins magnifiques. Alors, ils ont créé des espaces à l'extérieur avec des tableaux et, par exemple, des pierres. Beaucoup de grandes pierres qu'ils ont même polies pour que ce ne soit pas rugueux ni désagréable, ou des bancs où les élèves sortent avec leur tapis de yoga, et c'est très bien organisé, c'est très joli. Mais bon,
éventuellement, on devrait pouvoir avoir des tapis de yoga. Je ne sais pas très bien comment on pourrait faire pour créer des places assises au parking, par exemple. C'est à réfléchir. Ensuite, nous pouvons revenir aux ardoises. Les ardoises étaient utilisées à l'école déjà au 19e siècle. Et on peut encore les utiliser. Moi, je les utilise beaucoup, même sans Covid. Et cela permet aux élèves de montrer leur réponse sans que l'enseignant ou les autres élèves aient à s'approcher de lui pour voir ce qu'il a écrit. Donc, ça permet de maintenir la distance, ça permet de montrer la réponse même à l'extérieur sans crier. On peut ensuite faire une exposition d'ardoises. C'est très, très pratique. On peut ne pas acheter des ardoises, simplement prendre vous savez, ces pochettes en plastique pour protéger les feuilles, et on met à l'intérieur une feuille blanche, et voilà, ça devient une ardoise. C'est tout simple. On peut mettre dedans un petit carton, oui, avec des transparents, voilà, aussi. Ah oui, des pièces de puzzle, des tapis en forme de puzzle. Tu as tout à fait raison. C'est facile à désinfecter. Bonne idée, Haïdé, merci. Ensuite, bon, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner aux apprenants des cartes à tâches. Par exemple, on peut, avec des pinces, on peut suspendre des petites cartes à tâches et en binôme, les élèves peuvent se déplacer, choisir une tâche à faire, la faire, remettre la carte. Et on peut comme ça, par exemple, réviser tous les contenus qu'on a vus dans ce niveau-là. Par exemple, appelez votre nom, quelle heure est-il, réciter l'alphabet. Je vous ai mis ici des liens pour les cartes à tâches. 3 liens différents. Les cartes à tâches pour le niveau 1, pour le niveau A2. Il y en a qui sont déjà toutes faites, certaines gratuites, certaines sont payantes, mais il y en a qui sont déjà toutes faites. Laissez-moi voir. Comme vous voyez, j'ai pas mal d'articles. Et ça, c'était mon brouillon. Et dans mon brouillon, j'ai oublié de vous mettre des exemples. J'avais mis les exemples d'activités. Où est-ce qu'elles sont? Ah oui, les activités à l'extérieur. Attendez une seconde. J'avais oublié de mettre ça. Évidemment, comme c'était pour moi, je n'ai pas mis les accents. OK. On peut marquer par terre, par exemple, une marelle pour que les élèves sautent, ou on peut leur sauter d'un point à l'autre. Au lieu de mettre les tâches suspendues sur un fil à l'extérieur, on peut demander de faire la tâche qui se trouve à tel endroit de la marelle, ou on peut créer un parcours en leur disant, oui, mais avant de passer à la tâche suivante, tu dois aller au point suivant en sautant sur un seul pied, en marchant à l'envers, enfin, à condition que le sol soit bien lisse pour qu'il ne tombe pas. Ou vous devez sauter à pieds joints, etc. Attention, vous devez avoir 5 élèves maximum par parcours.
En général, je ne fais jamais travailler mes étudiants en des équipes de plus de 5 personnes. Parce que quand il y a plus de 5 personnes dans une équipe, il y en a immédiatement qui commencent à se sentir un peu à l'écart, un peu démobilisés. Donc, je pense qu'entre 3 et 5 personnes, c'est l'idéal. Pas plus de 5. Et on peut créer des parcours différents. Donc là, cette équipe joue avec ce parcours, cette autre équipe joue avec cet autre parcours. Et après, ils changent de parcours. On a ici, oulala, c'est illisible. Je m'excuse. Oh là là, on voit bien que c'était un brouillon. Attendez. Je vais vous mettre ça ici. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai mis le parcours mathématique, même si nous ne sommes pas profs de maths, on doit quand même travailler les chiffres. Nos élèves doivent apprendre à compter en français. Donc, j'ai mis ça ici, cette activité. J'ai déjà mentionné les marelles. Le jeu roche, papier, ciseaux. À 2 mètres de distance, bien sûr. L'élève gagnant donne un défi au perdant. Donc, vous imaginez, c'est très facile à mettre en place. Ensuite, ici, comme on est à l'extérieur, on peut faire des dictées où ils peuvent écrire avec de l'eau. On peut lancer des billes et déterminer, faire des jeux de billes et calculs, comme c'est décrit ici. On peut faire du théâtre en plein air. On peut faire une lecture interactive comme vous savez le faire. Bon, voilà. Donc, on a déjà exploré la classe traditionnelle, la classe polyvalente, la classe flexible, la classe en ligne, la classe hybride, la classe à l'extérieur. Et je me suis aussi interrogée par rapport au protocole et au protocole sanitaire qui existait en France et au Mexique. Alors, j'ai trouvé en ligne le protocole sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021. Et je vous ai mis ici un lien pour que vous puissiez trouver maintenant pour l'année 2021-2022. Je n'ai plus l'impression qu'ils ont un seul document. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt un site où ça change constamment. Et maintenant, il y a des niveaux. Et donc, tout dépend du niveau où on est. Parfois, ils disent qu'on doit être à 1 mètre de distance, parfois à 2 mètres de distance. Parfois, les élèves ne peuvent pas se brasser avec les élèves d'une autre classe, par exemple. Si la situation est grave, tout le monde reste à la maison. Si éventuellement, ça peut être hybride. Si la situation est encore grave, les élèves d'une classe ne peuvent pas se mélanger, par exemple, à la récréation avec les élèves d'une autre classe, du même niveau, mais d'une autre classe. Mais si la situation est déjà un peu moins grave, les élèves peuvent se brasser, mais par niveau. Par exemple, tous les élèves de 6e. Et si la situation, si tout va très bien, tout le monde peut sortir à la récréation. Mais alors, et tout ça peut se combiner avec donc l'espace, avec le temps. Donc, on peut échelonner ça dans le temps pour qu'il n'y ait pas de brassage à la récréation ou au moment de la sortie ou au moment du déjeuner. Donc, il y a beaucoup de contraintes et spatiales et temporelles.
la devise française dans ce cas-ci étant protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour tous. J'ai trouvé en ligne une énorme quantité de mèmes de profs qui se plaignent que tout ça ne sert à rien parce que dans la réalité, les élèves et tout le monde font ce qu'ils veulent et bon, c'est difficile quand même, mais voilà dans l'idéal la devise. C'est comme une espèce de double objectif de protéger. Protéger, c'est la priorité, mais sans priver les enfants et les adolescents et les adultes du droit à l'éducation. Et j'ai l'impression que parfois, ces deux intérêts semblent difficiles à gérer ensemble, tant en France qu'au Mexique. Alors, au Mexique, nous avons également un protocole sanitaire qui est la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas. Il y a beaucoup d'indications, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez le voir, non? Il faut réorganiser la salle de classe. Au Mexique, on dit qu'il faut 1,5 mètre de distance entre les élèves. Qu'il faut maximiser l'utilisation des espaces ouverts. Ah oui, au Mexique, établir une pause à l'extérieur du salon de la salle de classe toutes les 50 minutes. Alterner les groupes qui assistent à l'école et ceux qui restent à la maison. Bref, nous avons une chose qui s'appelle le Decálogo para el sano retorno escolar. Tout ce qu'on a vu, hein, señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes, etc. Et voilà. Alors, nous avons à peu près terminé de voir tout ce que j'avais à vous dire. Moi, j'ai vu que le 25 novembre, il y a le jour du prof de français et ça s'appelle Covid-19 et après. Et je suis très curieuse de savoir ce qu'on va y dire parce que c'est vrai que ça, comme quelqu'un le disait dans le chat, avoir tant de choses à gérer en même temps, ça fait peur. Moi, à la limite, je préfère rester en virtuel plutôt que de revenir et d'avoir à gérer toutes ces choses dans le modèle hybride et sortir dans le parking, etc., etc. Mais bon, je suis curieuse de voir ce qu'on y dira. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ceci. Donc, si vous avez des recommandations, des commentaires, je suis totalement ouverte à entendre vos questions et commentaires. Merci de m'avoir entendu et revoici mon chat. J'espère effectivement qu'on a bien abordé, qu'on a bien fait le tour du chat. Miaou. Voilà. Merci beaucoup. Et bon courage à tous et à toutes. Merci beaucoup, Angela, pour ce grand tour du chat. Je crois que Rebecca aussi a mis qu'on avait bien fait le tour du chat pour ce panorama complet de l'aménagement de la salle de classe avec et sans Covid. C'est vrai que voilà, on avait une réalité avant le Covid bien différente, comme tu disais, et puis voilà, tout a été chamboulé, mais voilà, il y a encore plein de choses possibles, heureusement, même si ça va demander voilà, beaucoup, si ça demande déjà d'ailleurs beaucoup d'adaptation pour les professeurs qui sont déjà revenus en présentiel ou en hybride. Alors, je vois qu'il y a très peu de questions. N'hésitez pas, hein, vous êtes toujours à temps de poser vos questions ou dans le chat ou dans la section
questions-réponses. La seule question que j'ai notée de Maria Concepción et Maria Dolores, c'est lorsque tu as abordé la classe flexible, elle demandait pour combien d'étudiants à peu près c'était possible, ces classes flexibles. Est-ce que tu aurais… Moi, je n'ai jamais fait de classe flexible moi-même, mais pour ce que j'ai vu, c'est des modèles qui sont mis en place dans les écoles françaises avec à peu près 20 et quelques élèves. D'accord, très bien. Et tu parlais également par rapport aux photos que tu as projetées de ce prof avec son tableau à craie, sa caméra, son écran, etc. Si je peux me permettre, il y a un guide actuellement qui existe si vous cherchez Tony Tricot. C'est un formateur de l'Alliance française de Paris et il a écrit un guide avec plusieurs alliances françaises d'Espagne sur la comodalité. Et justement, vous avez plein de pistes et de tuyaux sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour enseigner justement en comodal, c'est-à-dire quand on a un groupe à distance et des étudiants en présentiel. C'est très, très intéressant. L'Institut français de Paris a également fait un webinaire avec lui. Donc, si vous voulez, je vous mets… Tu peux répéter. Ah oui, ou le mettre sur voilà, sur le chat pour que je le rajoute sur le tableau. Voilà, et c'est la comodalité, le guide de la comodalité. Voilà, qu'il a fait avec les Alliances françaises d'Espagne. C'est très, très intéressant. Vous trouverez beaucoup de pistes, justement, pour éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, comme tu disais, tourner le dos à un côté ou que les étudiants qui sont par Zoom ne voient pas bien le tableau, etc., etc. Donc, il y a plein de conseils, que ce soit au niveau de l'installation, de la logistique, mais également au niveau pédagogique, comment préparer un cours en comodal, etc. Donc, très intéressant. Je ne peux que vous le recommander. Et effectivement, il est intervenu dans le cadre du Congrès international des langues de l'Université autonome de l'État d'Hidalgo. On l'a fait intervenir. Je vois que voilà, Haïdé a mis le lien. C'est très, très intéressant si vous pouvez revoir ce webinaire. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vois qu'on a une question-réponse. Je n'ai pas de question parce que tout a été très clair, dit Rebecca. Je n'ai que des félicitations. Peut-être la seule. À quand ton prochain webinaire, Angela, pour ne pas le rater? C'est gentil. À vrai dire, je dois vraiment vous avouer que moi, ça me rend trop nerveuse de devoir faire des webinaires, des formations. À chaque fois, il y a au moins une nuit où je n'endors pas. Mais je suis heureuse que ça vous ait plu. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant, Angela, et je suis sûre que tous nos professeurs ont reçu plein de conseils, ont eu plein d'idées grâce à toutes les pistes que tu as pu leur fournir. Je ne sais pas si tu leur as donné le lien du coup de la présentation, peut-être sur le chat. J'ai mis le lien de la présentation, mais je vais le remettre. Alors, attends, peut-être effectivement comme il y a eu plusieurs messages. Tac, tac, tac. Je ne l'ai pas vu, mais si tu peux le mettre. Je viens de le mettre. Super. Voilà. Alors, copiez-le maintenant parce qu'une fois que ce cours, cette rencontre Zoom sera fermée, vous n'aurez plus accès à ce lien Zoom. Sinon, vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp ou comme vous voulez, je vous enverrai de nouveau le lien. Parfait. Tu n'arrives pas à l'ouvrir, hein? C'est bizarre. On va voir. Quelqu'un n'arrive pas à l'ouvrir? Attends, je vais essayer de mon côté. Voilà. Ça y est? De mon côté, ça marche. Ouais. Ouais, de mon côté, ça marche. Parfait.
Et sinon, vous pouvez m'écrire, il y a ici mon téléphone, je vous ai mis mon téléphone. Envoyez un WhatsApp et je peux vous l'envoyer sur votre téléphone. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je crois Je vous qu'il en ne me prie. reste qu'à te remercier, Angela, à Je t'en remercier les professeurs qui ont suivi ce webinaire. Je vais également vous parler de la Journée internationale du professeur de français que tu as abordée. Je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Je vais faire ma petite page de pub au passage. Et pour le prochain webinaire, donc là, entre les examens de fin d'année, les posadas, etc., on s'est dit qu'au mois de décembre, ça ne valait pas la peine de vous proposer un webinaire. On se retrouvera donc plutôt en janvier. Et on a déjà le thème du prochain webinaire, donc qui sera sur la phonétique et il s'intitulera « Comment aider nos étudiants hispanophones à mieux prononcer ?» et il aura lieu le 27 janvier à 17 h et sera donné par Perrine Brochler, qui est professeure de FLE et formatrice à l'Institut français d'Amérique latine également. Et en attendant, donc je vous invite effectivement ce 25 novembre, comme l'a mentionné Angela, pour notre journée internationale du professeur de français, qui aura lieu en modalité virtuelle à partir de 11h30 et jusqu'à 19h. Donc ce sera toute la journée. Nous aurons notamment une conférence inaugurale avec Michel Boiron, qui est directeur du CAVILAM Alliance française. Nous aurons également un échange de bonnes pratiques sur comment le Covid va modifier ma pratique pédagogique. Alors là, on aura 7 professeurs de différents établissements, aussi bien du lycée français de Mexico, du lycée français de Guadalajara, de l'IFAL, des Alliances françaises, mais également des collèges publics et universités, si je ne m'abuse, qui vont nous parler un petit peu de qu'est-ce que le Covid va modifier finalement dans leur pratique pédagogique, même lorsqu'ils retourneront en présentiel, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inconvénients, mais on a aussi eu de belles surprises et découvert de nouvelles façons de travailler qui vont sûrement perdurer, donc même lors du retour à la normale qu'on espère tous très prochainement. Et nous aurons également un webinaire d'Aïdé Silva sur le thème « Pour une pédagogie basée sur l'empathie, créer du lien à distance et ou en distanciel ». Et nous aurons enfin la présence des 4 maisons d'édition de français langue étrangère, donc les internationales Hachette, Didier et Maison des langues, qui nous présenteront leurs nouveautés. Et on terminera par une petite tombola avec des lots à gagner. Donc, je vais vous mettre le lien du programme dans le chat. Je fais un copy-paste. Comme ça, voilà. Voilà, ici vous retrouverez le programme de notre journée et il y a directement les liens Zoom pour vous inscrire à chaque activité. Donc, il vous suffit de vous inscrire aux différentes activités. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et on vous attend nombreux pour cette journée internationale du professeur de français. Une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Angela encore. Je vous en et à prie. bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.